Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre sujet qui est l'analyse des expériences immersives de marque dans le métaverse et rôle de l'avatar. Donc, selon Noël Wolf, mandataire en marque, dessin et modèle européen et Benelux, nous estimons qu'environ 10 000 métaverses sont en cours de création par un grand nombre d'équipes et de sociétés privées. Donc, en plus des applications de gaming, on trouve les pourcentages en hausse les plus élevés dans le commerce traditionnel, le commerce électronique et les actifs numériques. Et d'après les analystes, les métavers représenteront 191 milliards d'USD d'ici 2030. Donc nous pouvons alors définir les termes du sujet. Donc le métaverse est un espace collaboratif partagé en ligne, construit dans l'environnement 3D qui tient parti d'une forte immersion du consommateur pour réduire la perception des médiations technologiques aux côtés des actifs numériques, transférables et uniques, tout en permettant aux personnages numériques générés d'interagir les uns avec les autres. Et les avatars, donc, qui sont des entités numériques anthropomorphes, donc c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'un être humain. Donc, le métaverse permet aux marques et donc aux professionnels du marketing de promouvoir leurs actifs numériques. Ils peuvent, en créant des expériences de réalité virtuelle, séduire le consommateur et l'immerger dans l'environnement qu'il souhaite et donc mieux saisir le message et la communication. Nous voyons que les stratégies sont également repensées par rapport au métaverse. On passe d'un marketing direct au marketing traditionnel à un marketing digital, puis à un nouveau monde qui crée de la valeur pour le client, qui est le métaverse. Enfin, avec le métaverse, les entreprises peuvent décider du type d'émotion qu'elles souhaitent transmettre aux prospects et aux clients lorsqu'elles interagissent avec eux via notamment l'utilisation des avatars. Donc nous allons vous présenter un exemple concret d'une marque dans le métaverse. Donc on a choisi de vous présenter le concept store Gucci. Donc on va vous passer une petite vidéo. Hi everyone, welcome to this new Tech Tuesday. I'm Tyler, and here I'm going to be talking about the house and how they just, for the second time, staked a claim in the metaverse. They recently released Gucci Town in Craftsmanship Court, Selfie Way, Power Up Place, and the Gucci Shop. Now, fashion brands are setting up permanent social spaces in the metaverse. And Gucci in Roblox, what? Actual identity. So people will join with the Roblox character, and using the Gucci shop, the house will sell them different fashion products that they can deck out their Roblox characters in. Donc cette vidéo, elle permettait de voir vraiment le parcours client dans le métaverse. Donc on voit vraiment qu'il y a un environnement virtuel, donc le magasin où on est complètement immergé. Il y a un avatar qui représente le client physique dans les magasins traditionnels. Et on peut voir qu'il y a des sorties qui sont uniques, qui permettent de mettre en avant la rareté des pièces et l'achat possible justement dans les métaverses. Donc le concept de Gucci dans Roblox, c'est assez fascinant parce que ça va montrer l'évolution du commerce. Et donc on va passer maintenant d'un commerce traditionnel à un commerce qui va se faire plutôt dans le métaverse. Et donc du coup c'est vachement intéressant. Donc on a déterminé quelques opportunités et des avantages. Donc ça permet une démocratisation de la marque et une image qui est innovante. Une expérience immersive qui va être très importante. On va trouver une diversification des canaux de vente. Donc comme on disait, du physique, du digital, puis là complètement immergé dans le métaverse. Et ça va offrir notamment des opportunités de paiement aux clients qui se sont mis dans les crypto-monnaies parce qu'ils vont pouvoir payer avec les crypto-monnaies de leur choix. Donc ça va vraiment diversifier l'expérience client et c'est vachement intéressant pour l'évolution du commerce. Alors, pour ce sujet, on s'est posé une question. Donc, quels sont les facteurs déterminants de l'intention de vivre une expérience immersive dans le métaverse? Donc voici nos références bibliographiques. Donc tout d'abord, nous allons voir le métaverse dans le monde virtuel, avec les différents outils du métaverse, la gamification de la marque dans le métaverse, les apports de la vivacité. Ensuite, du marketing digital au métaverse, donc le métaverse transitoire du physique au digital, les adaptations jusqu'au métaverse. Ensuite, le métaverse dans les marques de luxe avec les apports de l'authenticité et de la rareté. L'UTOT dans le métaverse. Et enfin, notre modèle conceptuel l'UTOT révisé, donc notre modèle, la méthodologie et le guide d'entretien, et enfin les résultats et analyses. Donc nous allons commencer avec notre première partie, donc le métaverse comme nouveau monde virtuel avec les différents outils du métaverse.
Donc selon notre étude, le métaverse peut être conceptualisé comme un environnement totalement immersif capable d'intégrer des mondes physiques ou virtuels et accessibles via des interfaces XR, donc réalité étendue, AR réalité augmentée et VR réalité virtuelle. Donc la réalité augmentée consiste à superposer des informations numériques à notre vision du monde réel, donc comme par exemple avec IKEA, quand on veut visualiser une pièce, on a la photo de la pièce et on rajoute des meubles dessus. Ensuite, la réalité virtuelle est une simulation numérique immersive et interactive, donc qui peut se faire via l'utilisation des casques virtuels. Donc certaines hypothèses regroupent la réalité augmentée et la réalité virtuelle sous un terme générique de XR qui serait la réalité étendue. Sauf que notre modèle conceptuel, le framework X-Reality, définition XR pour le métaverse, soutient que cette conception est trompeuse puisque en réalité la réalité virtuelle serait plutôt remplacée plutôt qu'étendue, c'est-à-dire qu'on ne verrait plus l'environnement extérieur. Donc on se demande si l'environnement physique, au moins visuellement, peut faire partie de l'expérience. Donc nous voyons sur notre modèle conceptuel que la réalité augmentée peut être conceptualisée sur un continuum allant de la réalité assistée, donc qui est la technologie qui permet de superposer des informations du monde réel à la vision de l'utilisateur sans pour autant l'entraver, à la réalité mixte, qui est la fusion des mondes réels et virtuels pour produire de nouveaux environnements et de nouvelles visualisations. Donc en réalité assistée, le contenu se distingue clairement de l'environnement physique et dans la plupart des cas, les utilisateurs perçoivent les objets comme flottant au-dessus de l'image, donc comme on l'a vu avec l'exemple d'IKEA. Donc contrairement à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est le fait que les utilisateurs sont vraiment déconnectés du monde réel, donc notamment à l'aide des visiocasques. Et donc on peut conceptualiser aussi un continuum pour la réalité virtuelle qui va de la réalité virtuelle atomistique, donc dans lequel il y a un faible niveau de téléprésence puisque les utilisateurs n'ont pas la sensation d'être réellement dans le monde virtuel, à la réalité virtuelle holistique, dans lequel par contre là il y a un niveau de téléprésence très élevé puisqu'il y a des contenus de très haute qualité et des fonctionnalités multisensorielles comme le toucher, l'odorat, etc. Donc par conséquent, nous voyons bien que les utilisateurs d'un environnement de réalité virtuelle holistique peuvent ne même pas percevoir qu'ils se trouvent dans un environnement artificiel tellement c'est bien fait. Et donc à travers tout cela, on voit que l'environnement ne fait pas visuellement partie, l'environnement extérieur, l'environnement réel ne fait pas visuellement partie de l'expérience en réalité virtuelle et donc que XR est bien, qu'il est bien remplacé plutôt qu'étendu. Concernant les applications managériales, les professionnels du marketing pourraient donc étendre leur positionnement dans le monde réel ou repositionner complètement leur marque dans un nouvel environnement virtuel. Ils pourraient également s'appuyer sur les capacités des NFT pour étendre leur portefeuille de produits grâce à des offres virtuelles et augmenter les interactions entre le monde virtuel et le monde réel. Et enfin, ils pourraient utiliser le métaverse en alliant une intelligence artificielle compétente qui augmentera la satisfaction des utilisateurs, des clients, et permettra du coup, ça permettra qu'ils soient plus aidés et plus compris beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, nous allons parler des activités de gamification dans le métaverse et donc les apports de la vivacité. Pour commencer, je vais commencer par définir les termes. Donc la vivacité, c'est la capacité d'une technologie à générer un environnement médiateur sensoriellement riche. Ensuite, on a la gamification, donc, qui est l'application de conception de jeux dans les activités non ludiques pour impliquer les individus. Ça comprend le développement de contenu, le développement d'avatars, l'attribution de coupons, etc. pour améliorer le plaisir et l'engagement du client. Ensuite, on a la nouveauté qui est un scénario dans lequel une personne perçoit quelque chose comme nouveau, unique et différent. L'interactivité qui est la capacité du système technologique à faciliter l'engagement et la participation des personnes aux opérations de l'entreprise. L'engagement affectif qui est la capacité du consommateur à éprouver un sentiment positif lors de son voyage dans le métaverse. La satisfaction anticipée, donc la capacité du consommateur à se sentir satisfait ou entièrement satisfait de voyager dans le métaverse. Et enfin, la promotion anticipée de la marque. Donc le fait pour les utilisateurs du métaverse de transmettre les promotions proposées par les marques dans le métaverse, ainsi que d'informer, recommander et encourager son entourage à utiliser des produits d'une marque dans le métaverse. Donc on voit bien que la vivacité, l'interactivité et la nouveauté ont une influence sur, ont hypothétiquement une influence sur les activités de gamification de la marque. Ces activités de gamification ont hypothétiquement une influence sur l'engagement affectif de la marque, qui elle a une influence sur la satisfaction anticipée dans le métaverse et la promotion anticipée de la marque dans le métaverse. Donc on a une enquête en ligne qui a été réalisée en prenant la méthode de SEM des moindres carrés partiels sur un échantillon de 90 personnes venant principalement du Maroc, donc on a 73 personnes sur 90 qui viennent du Maroc.
Et donc on a les hypothèses suivantes. On voit également que la nouveauté dans le métaverse, elle améliore les activités de gamification de la marque. Donc en effet, la réalité augmentée, elle fusionne les mondes réels et virtuels, offrant aux clients une expérience continue unique. Donc les personnes sont ainsi susceptibles d'être exposées à de nouveaux stimuli chaque fois qu'ils utilisent une fonctionnalité de réalité augmentée. Par conséquent, la nouveauté ne fait pas référence à la nouveauté de réalité augmentée, mais au contenu qui est nouveau. Donc ensuite, on a l'interactivité dans le métaverse qui améliore les activités de gamification de la marque. Donc la perception des produits par les consommateurs peut être influencée par les composants technologiques qui impliquent de la rapidité, comme par exemple la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent modifier des données. Donc plus l'interactivité est élevée, plus les activités de gamification de la marque seront bonnes puisque l'expérience sera fluide. Ensuite, on a la vivacité dans le métaverse qui améliore les activités de gamification de la marque. Donc, par exemple, l'affichage lumineux d'un produit affecte les caractéristiques psychologiques des clients et parce qu'il attire plus l'attention et il encourage les recherches plus approfondies sur le produit. Donc, comme l'interactivité, la vivacité permet aux marques d'améliorer leur activité de gamification dans le métaverse. Ensuite, on a les activités de gamification de la marque dans le métaverse qui améliorent cette fois-ci l'engagement affectif de la marque. Donc l'engagement affectif, il se produit lorsque les marques établissent de bonnes relations avec leurs consommateurs, en offrant par exemple des avantages ou en créant des expériences agréables et mémorables. Ces expériences pourraient alors améliorer les opinions et attitudes des consommateurs. Donc les marques peuvent obtenir ainsi plus d'engagement affectif de la part des consommateurs et augmenter leur expérience virtuelle de la marque si elles utilisent des activités de marketing basées sur la gamification dans le métaverse. Ensuite, on a l'engagement affectif des consommateurs envers la marque dans le métaverse qui améliore la satisfaction attendue des consommateurs dans le métaverse. Donc, si les consommateurs apprécient une marque qui est présente dans le métaverse et qu'ils ont une bonne relation avec celle-ci, ils vont passer de bons moments à vivre les expériences proposées par cette marque-ci. De ce fait, si une marque propose des expériences dans le métaverse, les consommateurs vont être satisfaits de leur expérience et puisqu'ils sont engagés auprès de cette marque. Et enfin, l'engagement affectif des consommateurs envers la marque dans le métaverse, il améliore la promotion de la marque anticipée des consommateurs, puisque les consommateurs apprécient la marque dans le métaverse, que ce soit par ses événements ou par ses NFT. Les consommateurs vont parler autour d'eux, ce qui va provoquer un bouche à oreille positif et améliorer la promotion de la marque. Donc, au niveau des implications managériales, on pourrait inciter les professionnels à engager les clients avec la technologie dès les premières étapes du processus d'achat, ce qui entraînera probablement des effets de problème qui se traduiront par des avantages en aval, tels que les comportements d'achat et de recommandation du client. Ensuite, les managers des différentes marques peuvent donner la priorité à l'amélioration de l'expérience des consommateurs grâce à des technologies telles que le métaverse. Et enfin, l'interaction virtuelle des consommateurs et des marques joue un rôle important dans les formations de l'esprit du consommateur en faveur de la marque. Alors, nous allons passer à la deuxième partie, donc du marketing digital au métaverse. Donc cet article il nous a permis de comprendre que, comme je le disais tout à l'heure avec Gucci, le métaverse c'est vraiment une évolution de ce qui se fait déjà dans notre monde physique, avec les magasins physiques et avec la montée en puissance du e-commerce. Donc d'ici peu, on pense, voire c'est même sûr, que le métaverse va devenir dominant, voire un point de contact clé dans le futur du commerce. Mais déjà, il a bousculé quelques codes et à travers cet article, on parle de deux théories. Donc la théorie de la transition et la théorie de l'innovation. Et on va même plus loin, on parle de métaverse transitoire. Donc comme Zélie le disait tout à l'heure, là, on ne va pas être totalement immergé. On va quand même voir les différences avec le monde extérieur. Mais par contre, on est vraiment dans une transition parce qu'on va vraiment avoir l'impression de vivre une expérience à travers notre ordinateur ou juste à travers un casque. Donc là, comme on peut voir ici, il y a 4 points clés pour le métaverse. Donc la collaboration en ligne, donc ça s'explique notamment avec Balenciaga qui font des offres de produits en ligne. Donc ça c'est un aspect du métaverse. Le second aspect c'est l'immersion élevée du consommateur. Donc c'est vraiment, il est complètement immergé et absorbé dans l'environnement du métaverse, même si il peut voir qu'il n'est pas dans le monde virtuel mais bien dans le monde réel. Ensuite il y a un consommateur qui est numérique, actif et qui est surtout unique. Donc notamment avec la technologie de la blockchain qui est très sécurisée et avec les NFT qui sont des produits uniques. Et enfin les digital personas donc, qui représentent les avatars. Donc on a une personnalité numérique à travers le métaverse. On n'est plus uniquement nous-mêmes mais on a notre propre avatar. Donc là je vais vous montrer sur le schéma. Donc ces 4 points clés c'est ce qui regroupe le métaverse. On a pu faire une comparaison avec les médias plus ou moins traditionnels. Donc on peut voir que le e-commerce il regroupe aucun de ces points clés. Donc c'est vraiment déjà une grosse évolution par rapport aux techniques d'achat qui sont les plus importantes à aujourd'hui. On peut voir que par exemple le vidéo gaming, c'est ce qui s'en rapproche le plus.
Donc la consommation élevée, l'immersion élevée par exemple, elle est totalement la même entre les jeux vidéo et le métaverse. Et on voit que la collaboration en ligne et les digital personas, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le vidéo gaming et dans le métaverse. Donc l'objectif avec le métaverse, c'est d'arriver à ça, à ces 4 points clés totalement remplis pour passer donc, du e-commerce, des social media et du vidéo gaming au métaverse. Donc les attentes des consommateurs, elles sont spécifiques, donc il va être important de s'adapter pour mettre un produit à disposition le plus rapidement possible. Donc là, je vais vous présenter ce tableau donc, qui présente les 27 opportunités du métaverse donc, sur 3 niveaux, donc sur 3 points de contact, le pré-achat, l'achat et le post-achat. Sur ce modèle, on peut voir qu'il y a ces 3 phases qui sont répertoriées verticalement, et on a déterminé 3 critères. Donc le critère économique dans lequel on va parler de la valeur, le critère social dans lequel on va parler de la relation, et enfin le dernier critère, on va parler ici vraiment de la relation avec le produit. Donc on a classé ces opportunités sur 3 niveaux, donc le client, le retailer et la marque. Et donc dans un premier temps, je vais vous présenter les opportunités donc, sur cette première phase, donc sur le pré-achat, sur la valeur, la relation et le produit, sur les 3 niveaux donc du client, du retailer et de la marque. Donc voilà, c'est l'encadré ici que je vais vous présenter en détail. Donc pour ce qui est du pré-achat au niveau de la valeur, donc le client, il a des caractéristiques physiques et digitales. Ça implique que l'expérience client, elle va être personnalisée avec une immersion 3D, donc avec les avatars et avec les NFT qui peuvent être physiques ou virtuels. Donc on retrouve des caractéristiques du monde physique et du monde virtuel. Pour ce qui est du détaillant, donc le rôle attendu du détaillant, c'est une intégration complète dans le métaverse pour offrir une expérience qui est totalement nouvelle à ses clients. Ça va être une expérience authentique, nouvelle et qui va avoir pour objectif d'avoir envie d'être revécue par la suite dans le futur. Pour la marque, donc, il y a des nouvelles règles de marketing sur la communication de marque. Donc ça va être un objectif de se connecter de manière innovante avec les clients pour pouvoir créer de nouvelles relations. Sur la relation justement, donc le client, on a le besoin de la formation d'une communauté de clients. Donc c'est plus simple, on estime qu'il est plus facile de se créer une communauté de clients et une communauté de pairs dans le métaverse grâce aux avatars parce qu'il est plus simple d'échanger avec nos pairs via des avatars parce qu'on n'a pas la contrainte de la timidité par exemple qui peut se produire dans le monde réel. Pour le détaillant, donc, il y a l'impact et l'utilisation de l'immobilier numérique. Donc l'achat par les détaillants d'un immobilier numérique donc, qui est appelé métaverse, ça va dépendre de où est-ce qu'ils vont s'implanter, on va dire. Ils vont pouvoir offrir leur espace personnalisé, donc comme Gucci et Nike l'ont fait, avoir leur propre métaverse et permettre à leurs clients d'être vraiment en totale collaboration avec eux. Enfin, pour la marque, donc, il y a un transfert de capital entre le online et le offline. Donc il y a une sélection de biens qui va être faite pour garder l'unicité et la rareté et sélectionner les meilleurs biens qui vont le mieux se transmettre entre ce qui se passe en physique et ce qu'on va vouloir mettre online, mais là vraiment dans le métaverse, donc ce qui ne va pas être un bien tangible, mais vraiment un bien totalement intangible. On va maintenant passer à la deuxième phase. Donc je vais vous parler de la phase d'achat, donc pareil sur les 3 phases de la valeur, de la relation et du produit pour les 3 niveaux client, retailer et la marque. Donc sur la phase d'achat pour la valeur, on va parler du choix de la devise de paiement. Donc au niveau de la valeur, ce qui est important, c'est comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, avec l'achat des crypto-monnaies, les clients vont pouvoir payer avec la crypto-monnaie de leur choix et avec le moyen de paiement qu'ils souhaitent, bien sûr pas en espèces ou en carte bancaire, mais avec la crypto-monnaie de leur choix. Et il y en a des centaines, donc c'est vraiment une pluralité de moyens de paiement qui est vraiment très très riche. Pour le détaillant, il va y avoir le coût de la stratégie omnicanale. Donc il va y avoir une extension de cette stratégie, ça ne va pas être un changement mais une extension. Ça va avoir un coût plus élevé mais qui va permettre d'avoir des informations qui vont être trouvables nulle part ailleurs. Comme le client, le métaverse va être son nouvel environnement, ils vont avoir des données, de la métadonnée qu'ils ne vont trouver nulle part ailleurs sur les sites lambda. Pour ce qui est de la marque, donc il y a une communication de la valeur intrinsèque de la marque. Donc on va communiquer sur le caractère unique de ce que l'on produit et justement sur le caractère distinctif, donc comme avec Nike et Gucci, la création de leur propre métaverse. Ça permet vraiment d'engager le client et de communiquer sur nos avantages. Pour ce qui est de la relation, donc, on va parler du shopping social. Donc les clients, ils habitent ensemble et ils peuvent faire le shopping ensemble. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec la cohabitation d'avatars. Ils vont pouvoir faire leur shopping ensemble, se déplacer dans les mêmes univers et pouvoir se mettre à plusieurs sur le même produit. Et c'est ce qui va faire l'unicité du produit parce qu'il va y avoir une forme d'enchère
avec la personne qui aura mis le plus d'argent sur le produit. Pour les détaillants, donc il y a une opportunité vraiment sur les employés de magasin versus l'IA. Ça va être des économies d'échelle assez importantes parce que l'IA, ça va être les nouveaux employés et du coup, ils vont permettre d'être disponibles en permanence. Il n'y a pas d'horaire comme un magasin. Ça va vraiment être une disponibilité complète. Et enfin, pour la marque, donc, il y a un impact de la propriété numérique. Donc, il y a une nouvelle relation parce que selon la propriété numérique possédée, et des avantages grâce aux diverses collaborations, notamment la marque va pouvoir créer une relation plus longue. Enfin, donc sur le produit, le client, il va y avoir des achats de produits numériques. Donc en effet, ça va être des éditions limitées, donc notamment les NFT ou encore les drops. Je ne sais pas si vous connaissez avec Nike, où il y avait des éditions limitées de sneakers. Et c'est ce qui va se produire dans le métaverse. Les clients, ils vont avoir cette notion de temporalité et cette notion d'être un peu pressé pour acheter, parce que justement, les produits numériques sont uniques, rares, et vont permettre d'être vendus plus cher, mais c'est ce qu'on verra dans la dernière étape. Pour ce qui est de la conception des magasins, donc les espaces, ils vont pouvoir être créés de manière totalement innovante et avec ce que souhaite le détaillant. Ça va être illimité et ça va être une conception qui va être vraiment au goût du détaillant. Et enfin pour la marque, dans le choix du métavers, donc selon les différentes caractéristiques et l'envie des produits, ils vont pouvoir choisir le métaverse dans lequel ils vont rentrer. Et enfin, donc on est sur le dernier point de la phase, donc le post-achat sur les 3 phases, sur les 3 critères. Donc pour le client, donc un nouveau mode de consommation, donc une nouvelle intégration sociale, une collaboration entre les clients et pour créer les produits. Pour le détaillant, une stratégie de regroupement, donc ils vont mettre à niveau les produits et regrouper tous les produits pour que justement les clients puissent se grouper sur un achat. Et la forte expression sociale des marques, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont pouvoir communiquer autrement et exprimer vraiment directement leurs valeurs. Sur la relation, donc les besoins ils sont cadrés et limités, donc il y a la rareté et la temporalité qui vraiment va déterminer les besoins et les produits mis à disposition. Le programme de fidélité et de refonte du magasin il va être adapté et on va pouvoir repenser les vitrines selon l'envie du client. Donc là c'est ce qu'on voit sur les sites, on pousse parfois certaines boutiques en fonction de ce qui est regardé. Là ça va être une vitrine totalement personnalisée en fonction du client et donc ça se rejoint avec le ciblage géospatial en fonction du client, sa position, ses envies et son portefeuille. Et il va vraiment y avoir un ciblage et on va pouvoir cibler aussi sur la propriété numérique. Et enfin, donc sur le produit, donc la double propriété numérique, ça va être vraiment la sécurité et la rareté et l'unicité, avec l'actif numérique qui va être les NFT et détenu par un propriétaire, donc ça va être sécurisé avec toute la blockchain. Pour le détaillant, la stratégie de regroupement, ça va être regrouper des produits et les vendre à prix unique pour donner une propriété numérique unique. Et enfin, pour le débordement marketing, donc ça va être un meilleur accès aux clients et à leurs données, comme on le disait tout à l'heure. Donc on va pouvoir toucher les clients actuels et les futurs clients potentiels. Donc à présent, on va passer au métaverse dans les marques de luxe avec les apports de l'authenticité et de la rareté. Donc, tout d'abord, il convient de définir ce qu'est un NFT. Ça désigne des éléments de médias numériques comme des actifs négociables ayant une valeur économique qui adhère au principe de liquidité. Alors donc au niveau du modèle conceptuel, il a été réalisé sur 2 types de populations, les États-Unis qui sont individualistes et la Corée du Sud qui sont collectivistes. Et en fait, ils disent qu'il y a 2 antécédents qui vont influencer l'achat des NFT de marques de luxe. Il y a la valeur économique perçue et la valeur sociale perçue. Et en fait, plus ils sont hypothétiquement élevés, plus ça va influencer les gains et les pertes au niveau de l'achat ou du non-achat des NFT dans les marques de luxe. Et du coup, ensuite, il y a l'authenticité et la rareté qui jouent un rôle très important dans ça parce que plus un NFT est rare et authentique, plus ça va également influencer les gains et les pertes de son achat ou de son non-achat. Et enfin, ce qui va influencer l'achat d'un NFT, ça va être au niveau de la théorie de la congruence idéale de soi, donc c'est-à-dire son moi idéal, comment on se perçoit dans le métaverse, qui va influencer ses achats. Donc ensuite, au niveau de l'échantillon, ça a été réalisé sur un échantillon de 469 utilisateurs
de plateformes du métaverse, donc Fortnite, Roblox, etc. Ça a été fait grâce à la méthode PLS, SEM et test de variance. Il y a 146 répondants aux États-Unis et 323 en Corée du Sud. Donc pour les hypothèses, on en a 10. Et en fait, je vais un petit peu les réunir. Par exemple, on dit que plus la valeur économique perçue et plus la valeur sociale perçue vont être élevées, plus forcément on va percevoir le NFT comme rare et authentique. Ensuite, la valeur d'authenticité et de rareté, c'est là qu'elles ont un rôle important parce qu'elles vont influencer toutes les deux positivement les gains associés à l'achat du NFT. Donc plus il est rare, plus on aura de gains lorsqu'on l'achète et plus nos pertes seront élevées si on ne l'achète pas. Donc du coup, ça va influencer positivement son achat. Ensuite, plus on a des gains anticipés, plus on a envie de l'acheter et dans le métaverse et dans le monde réel. Pareil pour l'hypothèse 6, plus on a des pertes anticipées, si on ne l'achète pas, plus on a envie de l'acheter dans le métaverse et le monde réel. On voit également que ici, l'avatar dans le métaverse va influencer positivement son image de soi. Donc comment on va mettre notre avatar, ce qu'on va lui acheter, ça va influencer comment on se perçoit dans le métaverse. Et du coup, cette congruence idéale de l'image de soi, forcément, ça influence les intentions d'achat des NFT dans le métaverse, mais également dans le monde réel. Et les deux dernières hypothèses, ça concerne notamment les données sociodémographiques. Donc là, au niveau de la culture, on voit en fait que la culture collectiviste, donc en Corée du Sud, ils sont plus favorables à l'achat des NFT que ceux des États-Unis, donc de la culture individualiste. Pourquoi ? Parce que là, c'est par rapport à la théorie de l'impact social. Donc plus on a des interactions avec les personnes qui nous entourent, plus on va être influencé et agir comme eux. Donc forcément, vu qu'ils sont plus collectivistes, ils ont plus tendance à être favorables à l'achat des NFT dans le métaverse. Et enfin, pour le sexe, les hommes sont plus favorables à l'achat des NFT que les femmes parce que, en fait, on nous dit dans l'article qu'ils ont une attente en performance plus élevée que les femmes lorsqu'ils utilisent des nouvelles technologies et qu'ils ont une influence sociale plus élevée que les femmes, donc ils vont acheter plus facilement des NFT dans le métaverse. Et du coup, au niveau des implications managériales, vu qu'on voit que la valeur d'authenticité et de rareté est très importante, ce qu'il faut que les entreprises fassent, c'est souligner l'authenticité des NFT, signaler si le NFT est une copie ou une contrefaçon pour montrer que, pour mettre en avant l'authenticité du NFT, et contrôler l'inventaire pour avoir une notion de rareté et inciter les personnes à acheter des NFT. Donc ensuite, on va passer à la l'UTOD dans le métavers. Donc pour commencer, moi je vais vous définir les 8 variables. Donc on a la performance espérée donc, qui est définie comme la mesure dans laquelle l'utilisation d'une technologie va procurer des avantages aux consommateurs, donc dans l'exécution de certaines activités. Ensuite, on a l'influence sociale qui est la mesure dans laquelle les consommateurs perçoivent que les personnes importantes, donc que ce soit la famille, les amis, on peut regrouper les pairs, pensent qu'ils devraient utiliser une technologie particulière. Ensuite, on a la condition facilitatrice, donc qui se réfère à la perception qu'ont les consommateurs des ressources et du soutien disponible pour adopter un comportement. Après, on a l'effort espéré, donc qui est le degré de facilité associé à l'utilisation du coup de cette technologie par les consommateurs, encore une fois. Donc ça reflète la facilité d'utilisation d'un système. Et du coup, ces 4 variables vont avoir potentiellement du coup, un effet sur la satisfaction. Donc la satisfaction, elle est définie comme l'évaluation globale positive de l'utilisation du service par les utilisateurs, tout simplement. Et du coup, ensuite, on a la satisfaction qui peut potentiellement, du coup, encore une fois, influencer les 3 dernières variables. Donc l'intention d'utilisation, donc ça réfère à l'expression ou à l'indication de la volonté d'un individu ou d'un consommateur d'acquérir un produit ou un service spécifique à un moment donné du coup dans le futur. Donc c'est un achat qui n'est pas encore réalisé.
Ensuite, on a l'intention d'achat, donc qui se réfère à la disposition ou à l'expression de la volonté d'un individu ou d'un consommateur d'acquérir un produit ou un service spécifique à un moment donné, aussi dans le futur. Puis on a l'intention de recommandation, donc ça se réfère à la disposition d'un individu ou d'un client à recommander un produit, un service ou une marque, du coup, à sa famille, à des amis. Et du coup, c'est sur quel échantillon? Donc c'est un échantillon de 130 personnes, donc c'est une enquête qui a été réalisée. Ensuite, pour ce qui est des hypothèses, donc la première hypothèse, c'est l'espérance de performance qui peut affecter du coup positivement la satisfaction des utilisateurs. Donc l'article de recherche, il va expliquer comment les utilisateurs des plateformes de métaverse bénéficient du coup de la facilité d'utilisation donc de ces plateformes. Donc le métavers, il est conçu pour imiter le monde réel et du coup faciliter son utilisation. Donc ça signifie que les utilisateurs peuvent appliquer des règles et des comportements qui sont similaires au monde réel. Donc par rapport à un monde qui va être complètement nouveau, donc sans expérience préalable, le métavers offre une expérience qui est plus conviviale. Donc ça facilite la communication entre les individus ainsi que du coup, les interactions avec l'environnement. Et les informations sur ces plateformes sont intuitives et faciles à comprendre. Donc ça va faciliter encore une fois tout échange. Pour l'hypothèse 2, c'est l'espérance d'effort qui peut affecter positivement du coup la satisfaction des utilisateurs. Donc l'article de recherche va expliquer comment la génération Z, qui a grandi du coup avec toutes ces nouvelles technologies et du coup un peu avec ce monde du métavers, a des croyances positives pour toutes ces plateformes. Et du coup la génération Z, elle est très à l'aise avec ces technologies et ça ne va pas lui poser de problème du coup de l'intégrer dans leur vie à proprement parler. Et du coup pour cette génération, les frontières entre le réel et le virtuel, elles sont un peu plus floues parce qu'ils ne savent pas vraiment dans quel monde entre guillemets ils vont être. Et du coup, elles peuvent aussi utiliser des autres technologies comme par exemple les NFT et la crypto-monnaie comme on en a parlé juste avant. Et du coup pour effectuer des transactions dans le monde virtuel. Donc ils vont voir le métavers comme un moyen naturel de se connecter avec les autres et du coup de faciliter aussi ces échanges-là. Pour ce qui est de l'hypothèse 3, donc c'est l'influence sociale qui peut avoir une incidence du coup positive sur la satisfaction des utilisateurs. Donc dans l'article de recherche, ça a expliqué comment la satisfaction des utilisateurs, comment pendant le Covid, en fait, pendant cette pandémie, ça a augmenté l'utilisation des plateformes de métavers parce que la pandémie qui a été prolongée, du coup, le monde du métavers a été utilisé pour d'autres choses, comme par exemple dans le monde professionnel, pour faire des entretiens, des choses comme ça. Donc ça sort du personnel, entre guillemets, et ça va vers d'autres univers. Et du coup, les personnes ont commencé à utiliser ces plateformes de médias pour leurs atouts personnels, mais aussi professionnels. Ensuite, pour l'hypothèse 4, donc ça facilite les conditions, les conditions facilitatrices peuvent avoir une incidence positive sur la satisfaction des utilisateurs. Donc, l'article explique que la satisfaction des utilisateurs d'un système d'information, y compris les plateformes de métavers, conduit à diverses intentions comportementales positives. Donc, ça signifie que les utilisateurs satisfaits de l'utilisation d'une plateforme de métavers sont plus enclins à avoir des intentions positives. Donc ça veut dire poursuivre leur expérience dans le métavers ou encore recommander cette plateforme. Et ensuite, on a l'hypothèse 5 et 6 et 7 que je ne vais pas vous développer parce qu'elles sont assez concrètes. Et pour les implications managériales, du coup, on peut s'engager stratégiquement dans le métavers, que ce soit en tant que fournisseur de technologies, créateur de contenu ou dans d'autres domaines connexes. Donc les gestionnaires doivent envisager comment le métavers du coup, peut s'intégrer dans leur stratégie commerciale directement. Ensuite, les gestionnaires doivent se concentrer sur la création d'expériences utilisateurs plus pertinentes pour attirer et fidéliser du coup, les utilisateurs encore une fois. Après, on a les gestionnaires qui peuvent être amenés à suivre les développements réglementaires liés au métavers, donc que ce soit des textes de loi ou encore d'autres règles de droit. On a après les gestionnaires qui doivent identifier les opportunités commerciales du coup, spécifiques du coup, qui peuvent découler du métavers et du coup en élaborer des stratégies pour en tirer parti tout simplement. Et pour finir, on a les gestionnaires qui doivent comprendre les besoins mais aussi les attentes des utilisateurs parce que c'est très important encore dans ce monde du métavers et s'efforcer du coup de les rendre complètes et de les satisfaire tout simplement.
Donc au niveau du Research Gap, il y a très peu d'études très peu de recherches qui sont développées dans le métaverse. On a également très peu d'études qui ont utilisé la théorie de Lutot et qui se concentrent principalement sur la valeur utilitaire, donc la performance espérée et symbolique, l'unicité et la rareté, ainsi que l'effort attendu et les conditions facilitatrices. Et enfin, ces études ne considèrent pas les différentes valeurs perçues, en particulier sociales, hédoniques et économiques. Donc pour rappel, notre problématique est quels sont les facteurs déterminants de l'intention de vivre une expérience immersive dans le monde du métaverse. Et du coup, on peut passer à notre troisième partie, notre modèle conceptuel, Lutot révisé. Donc pour notre modèle, nous sommes basés sur... Donc pour répondre à notre modèle et pour pouvoir avoir des réponses claires par rapport à une population donnée, on a fait une étude qualitative avec des entretiens semi-directifs sur un échantillon de 5 personnes. Donc vous pouvez voir le tableau récapitulatif juste en bas. Donc la tranche d'âge, c'est entre 15 et 31 ans. On a interrogé 4 hommes et une femme. Et l'objectif de nos entretiens était de récolter les points de vue de chacun sur les expériences immersives dans le métaverse et mettre en évidence les impacts ou non de chaque variable sur les individus. Donc là, voici notre guide d'entretien. Donc on a mis quelques questions pour apprendre à les connaître et savoir si le métaverse était nouveau ou un concept déjà connu. Et on a déterminé notre guide d'entretien en 3 thèmes. Donc le thème 1, sur les valeurs perçues et les émotions suscitées dans le métaverse. Le thème 2, pour comprendre le rôle de l'influence sociale et de l'image de soi. Et enfin le thème 3, donc pour la performance, l'effort attendu et les conditions facilitatrices d'une expérience dans le métaverse. Donc voici les 3 thèmes principaux de notre guide d'entretien. Donc là, voilà l'analyse de ce guide d'entretien avec les thèmes qui en sont ressortis et savoir si le concept a été confirmé ou non. Donc pour ce qui est de la performance espérée, donc c'est un concept qui a été confirmé avec une fréquence de 10,41%. Et le verbatim le plus parlant, c'est « Il faudrait que l'on soit immergé le plus possible à la limite du réel ». Ensuite, on a l'effort attendu, donc c'est un concept qui est aussi confirmé à 8,33%. Et le verbatim correspondant, c'est « Ah oui, je trouve que le monde du métavers est quand même assez facilement accessible, surtout dans plusieurs endroits. Maintenant, il propose des expériences virtuelles. Donc moi, je trouve que n'importe quelle personne peut avoir accès à une expérience du monde dans le métaverse. » Et ensuite, on a l'influence sociale qui est aussi un concept qui est confirmé à 14,5%. Donc le verbatim qui correspond, c'est mes amis, parce qu'ils pourraient dire « Allez les gars, pourquoi pas se faire une partie ou découvrir un nouveau jeu dans le métavers ?» Donc maintenant, on a les conditions facilitatrices, donc avec une fréquence de 4,16%, qui est un concept qui est confirmé, et avec comme verbatim, c'est impressionnant puisque c'est très réaliste et puisque c'est basé sur des caméras. Donc là, c'est en réalité virtuelle du coup. Ensuite, on a le thème du plaisir perçu et donc des valeurs hédoniques, qui a une fréquence de 10,41% et qui est également confirmée, avec comme verbatim comment elle pourrait avoir un impact. Ça pourrait donner envie de revivre l'expérience ou à l'inverse s'en éloigner. Effectivement, il y a une excitation, c'est très intéressant et excitant. Et enfin, l'image de soi, donc, qui a une fréquence de 10,41%, qui est également confirmée et avec comme verbatim moi, c'est une expérience de test et je n'ai pas voulu donner une image particulière de moi car c'était pour moi banal. Ensuite, on a la valeur symbolique, donc l'image de soi idéale par l'avatar avec une fréquence de 10,41%, qui est un concept confirmé puisqu'on l'avait déjà mis en évidence dans notre modèle. Donc là, le verbatim le plus représentatif, c'est une image différente de ce qu'on peut retransmettre dans la réalité. Je pense que c'est un peu le but du métaverse et du web 3.0, c'est qu'on peut être qui l'on veut et transmettre la personne qu'on veut être et pas celle que l'on est réellement, par exemple, plus confiante. Ensuite, on a la valeur économique avec une fréquence de 6,25% qui est également confirmée. Le verbatim, c'est eh bien, étant donné que j'ai mis plus de 100 € dans les skins dans Fortnite, je pense que oui, je pourrais en acheter, donc au niveau des NFT. La sensibilité face à la nouveauté avec une fréquence également de 6,25%, qui est là un modèle nouveau, donc on ne l'avait pas mis en évidence dans notre modèle conceptuel et c'est ressorti lors de l'entretien. Et donc c'est la nouveauté, le fait de découvrir de nouvelles choses, c'est attirant. Je pense que étant donné que c'est tout nouveau, ce monde-là, forcément j'ai l'impression que c'est un truc banal, que rien n'est vraiment mis en place, personne ne sait vraiment ce que c'est, ce qu'on peut y faire. Et donc ensuite on a les attentes futures vis-à-vis de sa marque préférée, donc avec une fréquence de 8,33%. C'est également un concept nouveau qui n'était pas présent dans le modèle conceptuel. Et avec comme verbatim, eh bien, si une marque de voiture par exemple organisait des événements spéciaux comme des courses ou des présentations de nouvelles voitures, peut-être que ça donnerait envie d'y aller pour voir.
Et ensuite, le dernier thème, c'est la limite du métavers, enfin les limites. Donc c'est un concept qui est totalement nouveau et du coup on peut le retrouver à 10,41%. Et le verbatim est, du coup, il y a une limite à ça, c'est que le cerveau n'est pas habitué à ce genre d'expérience. Donc tu as des nausées et des maux de tête qui surviennent après l'expérience. Et il y a aussi un autre verbatim qui est le risque d'addiction. Et du coup, nous avons pu ajouter nos 3 nouveaux concepts à notre modèle conceptuel. Donc, les limites du métaverse, la relation avec la marque, la sensibilité face à la nouveauté, qui aurait une influence sur l'intention de comportement, puis sur le comportement d'utilisation. Et les limites du métaverse, qui pourraient aussi avoir une influence directe sur le comportement d'utilisation.